Si tout le monde s'essuie les pieds sur des articles et les traités européens... C'est une nouvelle question, ça. Oui, c'est une nouvelle question, bien sûr. Ne serions-nous pas légitimes d'en faire autant, nous, les souverainistes, demande Alain. Autrement dit, pourquoi attendre de sortir de l'Union européenne pour retrouver notre souveraineté ? Car comme a dit Chirac, avant que la Commission européenne nous envoie des chars, il y aura de l'eau passée sous les ponts. D'autant plus que la France est contributrice à l'Union européenne et comme vous le dites souvent, qui paie, commande. Oui, j'ai déjà répondu très nombreuses fois à cette affaire. Oui, bien sûr, la France, elle est contributrice nette. Donc elle pourrait entrer dans une partie de bras de fer. Mais ça, c'est la théorie, j'allais dire, c'est la théorie LFI. C'est la théorie de Mélenchon qui consiste à dire, ou c'est aussi la théorie Zemmour, hein. C'est la théorie, non, nous, on reste dans l'Union européenne. C'est complètement irresponsable de vouloir sortir de l'Union européenne. Mais en revanche, nous, on va en faire qu'à notre tête. Ben non, ça marche pas. Parce que j'ai déjà eu l'occasion 50 fois de le dire, que si la France commence à ne pas respecter ses engagements internationaux, d'abord, la première chose qui se passera, c'est que la Commission européenne nous déférera devant la Cour de justice de l'Union européenne. Elle en a le devoir, la Cour de justice de Luxembourg, si on ne respecte pas telle ou telle décision. On l'a déjà fait 50 fois. J'avais cité souvent ce cas de la comment on appelle ça, de cet insecticide, là, je me rappelle plus. Enfin bon, bref. Néocotinoïdes, oui, enfin bon, bref. On a déjà été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Bon. Donc la première chose, c'est ça. C'est qu'on sera déféré devant la Cour de justice qui nous condamnera. La deuxième chose, c'est que, même si ça prend du temps, mais si la France fait ça, les autres pays vont se dire, pourquoi pas moi? Voilà. Donc ça va devenir d'un seul coup le bordel général, passez-moi l'expression. Et puis troisièmement, si la France fait ça, les d'autres pays pourraient nous déférer non seulement à la Cour de justice de l'Union européenne, mais même à la Cour internationale de justice, puisque je rappelle que les traités européens, c'est un traité multilatéral comme un autre et qui est justiciable de la Cour internationale de justice si nécessaire. Et donc la France serait condamnée. Alors je vois bien ce qu'il y a dans cette question qui a été posée. Il y en a plusieurs qui ont été posées parce que notamment la semaine dernière, j'ai fait un commentaire au sujet des 20 ans du traité du référendum sur le traité constitutionnel et j'ai fait valoir qu'il y avait eu à l'issue en annexe à ce traité, il y avait eu un certain nombre de déclarations, notamment la déclaration 52 d'un certain nombre d'États qui disaient que eux, quant à eux, ils voulaient maintenir l'usage du drapeau bleu aux étoiles d'or, de l'hymne à la joie, etc., comme symbole de l'Union européenne, alors même que ça ne figurait plus dans le texte du traité, à la demande de Sarkozy, puisque Sarkozy avait considéré qu'à partir du moment où on enlèverait ça du traité et que la France ne signerait pas cette déclaration 52, ça montrerait qu'on avait tenu compte de l'avis des Français qui avaient voté non à la Constitution européenne. C'était évidemment se moquer du monde parce qu'ils n'avaient pas voté non pour ça. Mais enfin, c'est quand même un sujet. Alors ça, j'avais expliqué ça la semaine dernière, de la même façon que j'avais expliqué qu'il y avait une déclaration, je crois que c'est la déclaration 61, où la République de Pologne avait fait savoir que pour ce qui la concernait, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquerait pas, notamment aux bonnes mœurs, à la politique de la famille, ou je sais pas quoi, etc. Voilà. Donc, et comme j'avais expliqué cela, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient posé aussi cette question, mais finalement, pourquoi la France ne fait pas pareil? Alors, les gens la confondent deux choses. Ils confondent, d'une part, ne pas respecter les traités, et d'autre part, au moment d'un traité, introduire des réserves. Ça s'appelle le droit des réserves dans le droit des traités. Donc c'est une question de droit international. Lorsque vous signez un traité international, surtout un traité multilatéral, vous pouvez introduire ce qu'on appelle des réserves, c'est-à-dire justement faire une déclaration en disant « bon, moi, pour moi, l'article tac, 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 je ne le respecterai pas ». Et à ce moment-là, les autres co-contracteurs du traité, ceux qui vont également co-signer le traité, les autres pays, peuvent être d'accord ou pas d'accord. Si les autres pays ne sont pas, qu'il y a une majorité d'autres États qui disent non, on n'est pas d'accord pour ça, à ce moment-là, le pays sort, il n'est pas membre de ce traité. Mais en revanche, on peut accepter qu'un État fasse des réserves et qu'il néanmoins il est signataire du traité. Le meilleur exemple
c'est celui de la Grande-Bretagne et ainsi que de la Suède. Non, la Suède, c'était après. Non, la Grande-Bretagne qui, au moment de la signature du traité de Maastricht, a expliqué qu'elle n'accepterait pas l'euro. Ce qui était quand même un des pans entiers du traité. C'était le deuxième pilier sur la politique économique et monétaire. Et donc, le Royaume-Uni a expliqué qu'il ne rejoindrait pas l'euro. Il a fait une réserve. À ce moment-là, d'ailleurs, Mitterrand et le chancelier Kohl auraient pu dire, dans ces conditions, messieurs les Anglais, vous dégagez. Ils auraient pu dire, nous considérons que c'est un élément fondamental du traité. Si vous ne l'acceptez pas, si vous n'acceptez pas d'avoir la même monnaie que nous, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est un point stratégique sur lequel nous ne transigerons pas. Et à ce moment-là, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, serait sorti. Ce qui aurait d'ailleurs évité finalement bien des problèmes aux Britanniques, au passage. Puisqu'ils sont entrés en 92 pour en sortir en définitive en 2020. Mais en réalité, ni Mitterrand ni Kohl n'ont opposé leur veto à cette affaire, parce que derrière, il y a des forces oligarchiques qui disaient non, il faut absolument que l'Angleterre, le Royaume-Uni soit là-dedans. Et donc ils ont accepté que le Royaume-Uni entre avec cette réserve qui n'était pas mince. Donc le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, mais n'avait pas la même monnaie. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'affaire. Alors, si un État a fait une réserve et que cette réserve a été acceptée par les autres, là, il a le droit. En revanche, s'il n'a pas fait de réserve, là, il n'a pas le droit. J'espère que je suis clair. Or, la France, elle n'a pas fait de réserve. Plus exactement, lors du dernier traité de Lisbonne, comme je l'ai dit, elle n'a pas signé la déclaration 52. Donc, a priori, elle refuse de reconnaître le drapeau bleu aux étoiles d'or et le 9 mai comme fête de l'Europe. Et elle refuse également de reconnaître l'hymne à la joie. Mais, il y a un mais, c'est quand, en réalité, comme on le voit sous nos yeux, ceci n'est pas considéré. C'est-à-dire que Macron a osé mettre le drapeau bleu aux étoiles d'or sous l'Arc de Triomphe de Paris, là où il y a la flamme du soldat inconnu, c'est quand même le cœur vibrant de la France combattante contre tous ceux qui... C'est toutes les victoires de Napoléon, mais au-delà, c'est tous ceux qui sont morts pour la France. Avoir mis le drapeau bleu aux étoiles d'or alors même que Sarkozy avait justement exclu, avait fait savoir que la France ne voulait pas de ça, et c'est pour ça qu'on avait ratifié le traité de Lisbonne. Est-ce que vous vous rendez compte la forfaiture de Macron, qui vient après nous donner des leçons d'état de droit? De la même façon, on fête le 9 mai, on le fête pas beaucoup, mais enfin la fête du 9 mai, et puis le drapeau bleu aux étoiles d'or, on le voit à tous les coins de rue. C'est absolument inadmissible. C'est contraire à ce qu'on a signé. Mais ça veut dire qu'en fait, on a des forces qui s'appuient, qui poussent dans le sens de toujours plus d'Europe, au risque même, d'ailleurs, d'aller au-delà des traités. Voilà ce que je pouvais dire. Donc tout ça pour dire que, bien sûr, que si on peut être dans... on peut faire une partie de bras de fer sur un sujet. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que la France... Pas avec Macron, parce que Macron, c'est bon. Mais avec des gens qui défendaient un petit peu l'intérêt national, on a déjà vu des parties de bras de fer avec Mitterrand, avec Chirac, entre Mitterrand et Margaret Thatcher. C'était parfois des vrais psychodrames, il y avait des vraies parties de bras de fer. Ça existait. Bon. Mais maintenant, la France est devenue une espèce de ventre mou qui ne défend plus rien. C'est une espèce de blob, là, un truc comme ça. Il se passe plus rien. Et donc, on n'imagine pas du tout qu'on puisse tenir tête dans ce cadre européen. Et puis surtout, on se mettrait contre la majorité. Il y a des gens qui disent, je terminerai mon propos parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais regardez la Hongrie, mais regardez la Slovaquie. Ben justement, regardez la Hongrie et regardez la Slovaquie. Voilà. C'est-à-dire que la Hongrie et la Slovaquie, qui ont eu des grands propos sur l'immigration, sur l'OTAN, sur ci, sur ça, finalement, la Hongrie et la Slovaquie, qui pouvaient opposer leur veto à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, ils l'ont dit, puis au dernier moment, ils l'ont pas fait. Voilà.
Parce que M. Viktor Orban, c'est un peu le retaillot de l'État. C'est quand même quelqu'un qui parle, et en réalité qui se fait acheter, parce qu'à partir du moment où il récupère 20 milliards d'euros de subventions européennes, d'un seul coup, il se met à mieux respecter les valeurs de l'Europe. C'est comme ça. Alors cette affaire est en train d'ailleurs de se produire en ce moment en Pologne, puisque l'élection polonaise vient d'avoir lieu, et Macron a dit qu'il fallait que la Pologne respecte les valeurs de l'Europe. Vous avez vu que c'est un nationaliste qui vient d'être élu. Alors en Pologne, le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir, c'est surtout le Premier ministre. Il a un peu de pouvoir, mais c'est quand même le Premier ministre. On va voir ce que ça va donner. Mais enfin, le nouveau président polonais, il n'a pas dit, il veut pas sortir de l'Union européenne, il veut pas sortir de l'euro, il veut pas sortir de l'OTAN. Donc reparlons-en dans un an, mais il ne sera pas passé, à mon avis, beaucoup de choses.